Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire intitulé Le doute, un levier pour la science, que nous proposons en partenariat avec la Fête de la Science, un événement organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on au doute ce soir en domaine scientifique? Parce que, tout simplement, la pandémie a révélé que pour une grande partie du public, le doute en science, c'est source de questionnement. La perception générale, c'était plutôt les scientifiques savent, ils vont tout nous expliquer. Alors, évidemment, c'est vrai aussi, hein, il y a des éléments scientifiques qui sont établis, et heureusement, mais il y a aussi des notions de doute, il y a des notions d'inconnu, il y a des notions d'incertitude, notamment dans la recherche, et c'est bien de cela dont nous allons parler ce soir. Et nous sommes ravis d'accueillir nos trois invités. Écoutez, bonjour Emmanuel Venin de l'Université de Bourgogne. Bonjour. Bonjour Éric Murail de l'Université libre de Bruxelles. Bonjour. Bonjour Jean-Yves Meyer, vous nous faites l'honneur de d'être en direct, j'allais dire, de Polynésie française, où il est 7 heures le matin, donc bonjour. Yorana Potato, bonjour à tous et à toutes. Ça voulait dire bonjour, j'imagine. Oui. Merci. Eh bien, commençons. Nous allons commencer avec Éric Murail, peut-être. Je vais vous laisser vous présenter plus avant et puis nous donner vos retours d'expérience un peu sur ces notions de doute et d'inconnu. Et puis, évidemment, hein, vous avez la possibilité pour les téléspectateurs et les spectateurs, et en tout cas les gens qui voient ce webinaire, de poser des questions et nous y répondrons notamment en fin de séance, mais aussi dans le cours des événements suivant les questions. Éric, c'est à vous. Merci. Je vais très rapidement partager mon écran. Voilà. Donc, traditionnellement, on associe le doute à la science. Évidemment, les questions qui viennent très vite, c'est si un scientifique doute sans arrêt, comment est-ce qu'on peut accumuler des connaissances et surtout comment croire les scientifiques quand ils donnent un avis. Donc, les scientifiques ne passent pas tout leur temps à douter. En tout cas, c'est absolument pas mon cas. On ne passe pas tout notre temps à remettre tout en cause, même si le doute fait partie de la méthode scientifique. Donc, je pense qu'il y a plusieurs malentendus qui sont à dissiper, ou en tout cas des amalgames à enlever. Donc, je crois qu'il faut distinguer au moins trois choses. Donc, il y a le scepticisme philosophique, le doute chez les pionniers de la science au XVIIe, XVIIIe siècle, et enfin, il y a le doute moderne dans la science d'aujourd'hui. Donc, juste bref rappel, je ne suis pas philosophe, mais je crois que ça vaut la peine quand même de le faire. Dans l'Antiquité, le scepticisme, c'est une attitude d'après laquelle nos savoirs sont considérés comme des illusions. Et donc, le scepticisme recommande de ne pas juger sur la nature des choses. Donc, d'après le scepticisme, l'ignorance permettrait de vivre plus paisiblement. Et donc, le scepticisme, c'est le renoncement à l'idée d'accéder à la vérité. Et donc, c'est totalement l'inverse, évidemment, de l'idéal scientifique qui recherche la vérité. Et donc, historiquement, le doute comme attitude, ou même comme méthode, il s'est imposé en science après la Renaissance. Donc, c'est important de voir l'histoire. C'est une période où, en fait, on a commencé à remettre en cause les savoirs antiques qu'on commençait à redécouvrir et les dogmes religieux. Donc, on cite souvent le discours de la méthode de Descartes avec son fameux « je doute donc je pense donc je suis ». Donc, Descartes a fait du doute une méthode, mais il faut souligner qu'à cette époque-là, celle des pionniers, il n'y a absolument rien qui était certain. Donc, tout pouvait et tout devait être remis en doute en permanence. Donc, il fallait douter systématiquement pour établir des fondations, je dirais, solides pour la science. Alors, aujourd'hui, évidemment, on peut faire le constat que la science a quand même beaucoup progressé dans la description du monde, dans sa compréhension. Et le doute fait toujours partie de la méthodologie scientifique, mais il concerne surtout la recherche et pas spécialement le vaste ensemble de connaissances qui ont été accumulées progressivement et validées. Donc les connaissances qui ont en fait résisté à toutes les réfutations et qui peuvent être considérées comme se rapprochant de la vérité. Donc le doute, c'est surtout valable en pratique, en recherche, et pas tellement en ce qui concerne la science, entre guillemets. Donc, si on prend véritablement la méthode utilisée en recherche actuellement, donc, comme l'avait fait remarquer le sociologue Robert Merton, c'est un peu lui qui a, je dirais, clarifié ces normes, on est dans ce qu'on appelle le scepticisme organisé.
Donc il ne faut pas du tout confondre avec le scepticisme philosophique. Le scepticisme organisé, c'est l'idée que les résultats d'un chercheur sont soumis à un examen critique par les pairs, un examen systématique avant d'être publié, et ces résultats peuvent toujours être remis en cause. Donc on peut dire que le doute a été institutionnalisé, et donc il n'y a pas de place pour le dogmatisme en sciences. Donc c'est plutôt une capacité à s'attaquer systématiquement aux théories ou aux descriptions de la réalité si on dispose d'informations qui les remettent entre guillemets en cause. Et donc, cette institutionnalisation du doute, le fait que ce soit une norme, ça implique que le doute lui-même est normé. On ne le fait pas n'importe comment. Donc, primo, on considère qu'en général, n'importe qui ne peut pas remettre un fait ou une théorie en question. On va généralement prêter attention à ceux qui font partie du champ disciplinaire ou qui ont un rapport avec ce champ. Secondo, la critique doit absolument être argumentée. Ça, c'est un point qui est beaucoup plus important, même encore, que celui de l'identité de celui qui le dit. Ça ne peut pas être une simple opinion qui repose sur l'autorité ou alors sur la croyance du plus grand nombre. Il faut présenter des faits qui sont vérifiables et des explications qui sont cohérentes avec ce qu'on tient déjà comme quasi certain. Et donc, comme l'a fait remarquer très justement Étienne Klein dans plusieurs de ses interventions, la science n'est pas démocratique au niveau de sa méthode. Donc on ne fait pas une compétition d'opinion où chaque opinion aurait la même valeur pour déterminer ce qui est vrai. Donc il y a une manière de douter en science qui n'a rien à voir avec la manière de douter classique commune. Donc en pratique, les scientifiques ne passent pas tout leur temps à douter, et surtout, ils ne vont pas douter de tout. C'est aussi très important à noter. Donc, le philosophe Wittgenstein avait cette analogie qu'on cite toujours et qui est vraiment très vraie. Si je veux que la porte tourne, il faut que les gongs soient fixes. Donc, on doit toujours s'appuyer sur des connaissances quasi certaines pour pratiquer la recherche. Donc, si moi, par exemple, je fais des observations en histologie, je ne peux pas systématiquement douter du microscope que j'utilise, et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait des éléments qui soient, entre guillemets, considérés comme certains, sinon, entre guillemets, c'est la paralysie dans la recherche. Alors, il faut encore faire une distinction, c'est les représentations du monde, c'est-à-dire les objets et les phénomènes, et les théories qui essayent de les expliquer. Donc, les théories sont presque tout le temps remises en cause ou adaptées, mais les représentations du monde, ce qui fait partie du monde, ça c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rare. Donc, je vais prendre ici deux exemples dans le domaine où moi je travaille, qui est la microbiologie et l'immunologie, des exemples plus frappants qui sont des cas de remise en cause de la représentation qu'on se fait du monde. Ce sera plus parlant, je pense, que des remises en compte de théories. Donc, je vais commencer par les virus géants et les ultra-microbactéries. Donc, on a longtemps considéré que les virus, par définition, c'était des organismes de très, très, très petite taille, très inférieurs aux bactéries. Donc, juste pour vous donner une idée de taille, une cellule, généralement, ça fait 10 micromètres de diamètre. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. Et en général, on séparait les bactéries des virus par simple filtration. Donc, une cellule, c'est 10 micromètres à peu près. Une bactérie, c'est entre 0,5 et 1 micromètre. Et les virus, c'était en dessous de 0,2 micromètre. Ça, c'était vraiment la norme. En fait, en 2003, on a découvert ce qu'on a appelé les virus géants. On a beaucoup parlé de mimivirus, par exemple, qui infectent des amibes. Et ça a complètement changé notre vision des virus. Et ça a suscité toute une série de questions. On a même trouvé des virus qui étaient plus longs que les bactéries classiques comme Escherichia coli. Donc plus de 1, voire 1,5 micromètres. Et donc, cette découverte, ça a amené toute une série de questions, notamment quand on s'est rendu compte que ces virus pouvaient eux-mêmes être infectés par d'autres virus. Donc toute la définition même du concept de virus a dû en être changée, surtout dans la manière de travailler. On ne pouvait plus séparer ce qui était virus, bactérie, sur base d'une simple filtration. Et Eric, je me permets d'intervenir. Du coup, on sait comment sont intervenus ces virus géants, parce que c'est quand même des changements de taille conséquents. Alors, l'origine phylogénétique, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'hypothèses, mais on n'a vraiment rien de probant. Ce sont des virus qui contiennent, dans certains cas, presque autant, si pas plus, de matériel génétique de gènes que les plus petites bactéries.
Et donc justement, j'allais y venir. À l'opposé, on a découvert ce qu'on appelle les ultra-microbactéries, qui elles sont plus petites que 0,2 micromètres. Et donc à l'heure actuelle, en fait, il y a un overlap entre ces deux mondes qui avant étaient vus comme complètement distincts, les virus et les bactéries. Et ces fameuses ultra-microbactéries, ben, on en trouve dans la flore intestinale humaine, on en trouve dans l'environnement. Pour les virus, en tout cas les virus géants à l'heure actuelle, c'est principalement dans l'environnement en tant que tel. On ne les a pas vraiment trouvés associés à des infections. Mais les ultra-microbactéries, par contre, pourraient avoir un rôle dans certaines pathologies humaines. Mais on a encore très très peu d'informations là-dessus. Ça fait une dizaine d'années en fait qu'on essaye de les décrire et de les comprendre. Mais ça, par exemple, c'est un exemple de changement vraiment de ce qu'on considère exister en tant que tel. Alors, il y a un autre exemple qui est plus important encore, c'est la découverte de ce qu'on a appelé les bactéries non cultivables, ou en tout cas difficilement cultivables. Donc, il faut savoir, on est toujours dépendant des outils, en fait, quand on regarde le monde. Traditionnellement, quand on voulait identifier, isoler des bactéries, on les cultivait sur des milieux riches, des milieux de culture. Et donc, l'idée qu'on se faisait de la présence d'une flore, c'était la quantité de bactéries qu'on avait arrivé à isoler sur des milieux de culture riches. Et en fait, avec la popularisation, le développement de ce qu'on a appelé les méthodes de séquençage de masse, donc ce sont des méthodes où on séquence tout le matériel génétique qui est contenu dans un échantillon, on s'est en fait rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de diversité de bactéries que ce qu'on trouvait avec les milieux de culture. On savait déjà qu'il existait quelques types de bactéries difficilement cultivables, mais là, avec le séquençage de masse, on s'est rendu compte que dans tous les environnements, c'est-à-dire dans la flore humaine, mais aussi dans l'environnement en général, dans les océans, dans la terre et autres, il y avait toute une série de bactéries qu'en fait on ne voyait pas, parce qu'on n'est pas capable en fait de les cultiver. Alors j'en parle aussi parce que là, il y a un lien qui est relativement maintenant bien défini entre certaines pathologies, comme le diabète de type 2 ou des maladies cardiovasculaires, et la présence de ces bactéries qui sont dites un peu en dormance, parce qu'elles se divisent extrêmement peu. En fait, un bête exemple, c'est notre sang. Donc généralement, on considère que le sang chez un individu en bonne santé, il est stérile, il n'y a pas de microbes dedans. Et de nouveau, la preuve que ce sang est stérile, c'était classiquement établi sur base de culture de sang. Et en fait, en réalisant des séquençages de masse à partir d'échantillons de sang, on s'est rendu compte que chez les individus présentant des pathologies, on trouvait ces fameuses bactéries, mais qu'on en trouvait également même chez des individus considérés comme sains. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une association entre la présence de ces bactéries et le diabète de type 2 et certaines maladies cardiovasculaires. Donc le système immunitaire réagirait à la présence de ces bactéries que nous, on n'est pas capable de voir. Il y réagirait sans doute par une inflammation chronique qui, à terme, pourrait amener à des pathologies. Donc de nouveau, c'est un autre exemple où on a découvert, en fait, dans les 10 dernières années, des choses dont on ne soupçonnait même pas l'existence, et ça permet en fait d'éclairer toute une série de pathologies. Alors, je voudrais encore, juste pour terminer, souligner que si le doute, donc la capacité à considérer que tout peut être mis en question si les données l'exigent, c'est vraiment un trait spécifique de la science. Il y a quand même aujourd'hui un usage qui est assez dévoyé de ce doute. Donc on parle beaucoup de la fabrique du doute pour décrire le processus de remise en cause des vérités scientifiques, généralement afin d'éviter que ces vérités n'influencent sur la gouvernance. Donc le cas le mieux documenté, je ne vais pas insister dessus, c'est la dangerosité du tabac. On sait maintenant que l'industrie du tabac paye des experts pour produire des faux résultats, simplement pour suggérer qu'il n'y avait aucune preuve concluante entre, par exemple, le tabac et le cancer. C'est très bien documenté. Donc je vais conclure en disant qu'il est vraiment très important de faire la part des choses. Le doute en science est normé. On ne peut pas l'utiliser notamment pour relativiser toutes les connaissances scientifiques. Merci beaucoup, Éric Muren. Merci pour les prémices aussi, pour cette introduction et puis pour ces exemples, hein. C'était passionnant sur la taille des virus. J'avoue que je ne connaissais pas la taille des virus. Du coup, Emmanuel Venin, un peu, vous êtes géologue. Comment justement ces éléments d'incertitude, de doute, eh bien, comment ils affectent votre quotidien? Est-ce qu'ils sont source potentiellement de nouvelles découvertes? Est-ce qu'ils sont des obstacles? Voilà, l'idée, c'est que vous nous donniez un peu votre retour d'expérience. Bonjour.
Bonjour, je vous remercie de me donner la parole. Alors, je suis désolée parce que j'avais une extinction de voix encore jusqu'à hier. J'espère que vous me comprendrez bien. Voilà, je vous remercie. Alors, j'en profite juste pour répondre à la question là d'une des personnes qui est en ligne, qui dit: pourquoi le doute est-il interdit en matière de climatologie? En fait, il n'y a pas de doute interdit en termes de climatologie, c'est ce qu'on vient de dire maintenant ou à peu près, enfin ce qu'a dit mon collègue, c'est que en fait, tout est basé sur l'observation, l'expérimentation, en climatologie encore plus par des modèles mathématiques qui sont établis et qui font une prédiction en fait de comment évoluera le climat. Donc, je pense que encore une fois, on peut douter des informations qu'on nous donne, mais en règle générale, elles sont quand même basées sur de l'observation. Vous avez compris quand on fait de la météorologie, c'est vraiment des notions très courtes de temps. Ça va me permettre de passer à mon domaine, à ma discipline qui est la géologie, qui sont les temps longs. Et là, on essaye, par exemple, de comprendre l'évolution du climat sur du court terme ou sur du long terme. Et ça, c'est peut-être le géologue un petit peu plus, puisqu'il maîtrise un petit peu cette notion de temps long. Alors, en ce qui nous concerne, nous, les géologues, on regarde un petit peu l'histoire de notre planète depuis le moment où elle s'est formée jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, mon corps de métier, je vais peut-être juste dire qui je suis et ce que je fais. Bien Donc, sûr. je suis sédimentologue, enfin je suis donc géologue, sédimentologue plus particulièrement des dépôts carbonatés. Et en ce moment, je m'intéresse beaucoup au rôle des bactéries. Ça va faire un lien avec mon collègue précédent, mais qui est lui biologiste. Et moi, je regarde en fait le comportement de ces bactéries, puisqu'en fait, et ces microbes, puisque ce sont eux qui ont colonisé notre planète depuis quasiment son origine jusqu'à aujourd'hui. Et elles sont encore présentes. Et donc, c'est vrai qu'on regarde la matérialisation, en fait, sous quelle forme en fait, ces bactéries sont présentes. Et c'est vrai que je vais dire que pour un géologue, cette notion de doute, elle est très importante parce que elle est importante pour tous les scientifiques, je pense aussi. Effectivement, il ne faut pas tout remettre en question. On a des compétences sur lesquelles on s'appuie, on a des connaissances sur lesquelles on s'appuie. Mais par contre, ce dont on va douter, concrètement, je vais vous donner 2-3 exemples. On a travaillé récemment avec certains de mes collègues sur le fait qu'aujourd'hui, on considère par exemple que la photosynthèse, vous voyez que je vais l'appliquer au registre fossile, c'est-à-dire à l'ancien, on considère qu'aujourd'hui, la plupart des organismes qui font la photosynthèse vont utiliser du dioxyde de carbone, donc ces gaz, ce CO2, ces gaz dont on parle beaucoup, notamment un de ces gaz dont on parle beaucoup dans l'atmosphère, pour produire de l'oxygène. Ça, c'est le principe simple de la photosynthèse. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et en fait, avec certains de mes collègues, on s'est posé des questions parce que, en fait, il y a une période de l'histoire de notre Terre où il y avait très peu d'oxygène dans l'atmosphère et très peu d'oxygène, voire pas du tout dans les océans. Et on s'est dit, est-ce que c'est la photosynthèse qui peut fonctionner? Et oui, en fait, c'est bien la photosynthèse, sauf que ça n'est pas de la photosynthèse qui utilise du dioxyde de carbone et qui va produire de l'oxygène, mais il y a d'autres éléments qui sont présents sur Terre et qui peuvent avoir le même rôle que cette photosynthèse et qui vont pratiquer la photosynthèse, mais sans utiliser les mêmes éléments. Et vous voyez que ça remet un petit peu en question les théories, ce qu'on pensait en fait du fonctionnement de la photosynthèse tel qu'on le connaît aujourd'hui avec la plupart des organismes qui sont à la surface de la Terre. Alors, pour trouver ça, aujourd'hui, c'est difficile parce que pratiquement tous nos écosystèmes sont en contact avec l'atmosphère et sont en contact avec cet oxygène de l'atmosphère. Donc, il a fallu qu'on aille assez loin. On est allé en Bolivie et puis on a été travailler dans des lagunes où on a pu trouver des tapis microbiens dans lequel on a démontré qu'il y avait une absence de cette activité d'utilisation de l'oxygène et que c'était d'autres éléments tels que l'arsenic qui étaient présents dans l'environnement et qui pouvaient aider ces organismes à obtenir leur énergie pour pouvoir vivre en utilisant l'arsenic et non pas en pratiquant la photosynthèse. Vous voyez, ça, c'est un exemple qui nous a permis, parce que justement, on a douté du fait que les mêmes mécanismes opéraient tout au long de l'histoire de la Terre. Alors, il y a une autre anecdote qui est plus amusante,
je dirais, qui m'est arrivé il y a quelques années. J'étais allée dans les Alpes avec un de mes collègues ici de la fac de Dijon qui m'avait dit, viens, tu vas voir. On est allé escalader. Lui, c'est un spécialiste, un glaciologue. Et puis, on a trouvé sur la paroi des roches, alors c'est des roches, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, là-bas, c'était des roches granitiques, donc des roches qui sont issues du refroidissement lent de notre planète et qui ont été mises à l'affleurement par des processus tectoniques. Et moi, j'ai trouvé sur ces roches-là, sous un glacier qui était en train de fondre, hein, puisque le réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose qui est avéré, on a un recul de nos glaciers dans les Alpes. Et donc, on a trouvé sous ces glaciers, sur ces roches, on a trouvé des petites croûtes carbonatées, qui sont celles sur lesquelles moi je travaille, et j'étais convaincue que c'était microbien. Parce qu'en fait, ça avait des formes tout à fait comparables à celles que j'étudie dans les lacs, dans les rivières, dans l'océan, etc. Et puis, en fait, convaincue, je suis rentrée au laboratoire, on a fait plusieurs études, on a commencé à écrire un papier. Puis, en fait, on a douté, parce que je ne trouvais pas les marqueurs de la vie dans ces roches carbonatées. Et on a fait plein d'analyses. Alors là, pour le coup, on voulait vraiment démontrer en fait l'hypothèse de départ. Et puis, c'est avéré que, a priori, c'est un processus qui est purement chimique, puisqu'on peut produire des carbonates de façon purement chimique. Et on n'a pas réussi à démontrer, en tout cas, ce n'est pas préservé à cet endroit-là. Donc, vous voyez qu'on est parti sur un postulat de départ. Et puis, on a fait des expériences qui nous ont fait remettre en question l'idée qu'on avait au départ et qui nous ont amené à proposer un cheminement en fait qui est le plus proche possible de la réalité, hein, de cette réalité-là. Et c'est parce qu'on a justement douté un petit peu de ce qu'on faisait. Et je dirais que des anecdotes comme ça, je pourrais vous en donner énormément, parce qu'en fait, c'est la base même de notre réflexion. Et je dirais que si, pour terminer, hein, parce que je ne veux pas durer trop longtemps, après, je préfère peut-être répondre aux questions, mais c'est vrai que je dirais qu'en géologie, c'est peut-être encore plus compliqué, hein, puisque, en fait, on a accès qu'à une toute petite partie de l'information. C'est-à-dire quand on travaille sur des environnements actuels, sur des organismes actuels, on peut les pressuriser, on peut les étudier, on peut les contraindre. Et quand vous travaillez dans le passé, dans le registre fossile, eh bien, c'est lacunaire. L'information que vous avez, elle est forcément lacunaire. Alors, on aime à dire souvent que les géologues sont des géopoètes, parce qu'ils racontent des jolies histoires. Mais tout ça pour vous dire que quand même, ces histoires, elles sont étayées, elles sont fondées, c'est-à-dire qu'on fait de l'observation, on fait de la manipulation, on essaye de mettre en cause en fait les hypothèses que l'on a, mais tout ça en fait c'est pour avoir une représentation la plus réaliste possible. Et je pense que par exemple pour tout ce qui est le changement climatique, pour revenir sur la question de départ, c'est très important effectivement de mettre en perspective et de regarder comment la Terre a évolué tout au long de son histoire, de façon à mieux comprendre comment s'effectueront les changements qui sont en train d'opérer aujourd'hui, un petit peu à cause de l'activité anthropique, ça c'est clair, mais tous ces changements-là sont en pleine mutation. Voilà. Merci. Alors, ce qui est passionnant dans votre cas, c'est que les deux exemples que vous avez cités, c'est en effet des exemples de recherche de terrain qui en fait font changer des idées soit préconçues, soit des postulats qui existaient. Et c'est là qu'on voit l'intérêt justement de la science d'aller au plus proche du terrain et de dire, ouais, écoutez, voilà, nous on a fait ce qu'il fallait faire et du coup, ce qu'on pensait jusqu'à présent, peut-être que ce n'est pas tout à fait ça non plus. Donc ça, c'est quand même un élément important. Oui, tout à fait. Ça revient exactement à ça, d'autant que parfois même on découvre les choses en allant sur le terrain, en observant, tout simplement. Donc déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que parfois on trouve des choses qu'on ne s'attendait pas à trouver. Bien sûr. Et puis après, ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on a une idée quand on est dans le contexte. Et puis quand on revient en laboratoire, qu'on étudie, qu'on précise les choses, on s'aperçoit qu'on est effectivement parfois pas sur la bonne piste. Écoutez, merci beaucoup. On va évidemment à un repos en questions. Vous avez bien fait de répondre, j'allais dire en direct. On continuera et on aura une séance de questions-réponses. Et je me tourne maintenant vers Jean-Yves Meyer, chercheur en biologie et en écologie depuis la Polynésie française, et qui a de belles histoires à nous raconter, je crois. Ah, il faut que vous mettiez votre son. Jean, vous êtes voilà, vous êtes muté. Oui, j'en profite aussi pour regarder les commentaires des internautes. Effectivement, il y a
on parle de modélisation, il y avait qui ne prouve pas la vérité scientifique. J'ai rencontré un modélisateur professionnel qui me disait en fait, tous les modèles sont faux, mais il y en a qui sont moins faux que d'autres. Effectivement, quand on fait tourner des modèles, ça dépend aussi de la donnée qu'on a acquise au préalable pour les faire tourner. Ça dépend de pas mal de choses. Donc moi, je suis un écologue terrestre, mais je me définis plus comme un biologiste insulaire de la conservation. Donc je travaille essentiellement dans les écosystèmes insulaires, donc dans les îles du Pacifique notamment depuis une trentaine d'années. J'ai également travaillé dans l'océan Indien et je suis allé faire un tour du côté des Antilles. Et les îles, pour vous rappeler, il y a deux originalités des écosystèmes ou de la biodiversité insulaire. La première, c'est leur originalité. C'est des endroits où on a énormément d'espèces uniques au monde, qu'on appelle endémiques, pour des histoires de spéciation, de radiation évolutive. Et l'autre particularité, c'est la vulnérabilité de ces écosystèmes et de leur biodiversité par rapport aux activités de l'homme. Et là, je reviens sur les thématiques des grands enjeux environnementaux, donc les changements globaux, incluant le réchauffement climatique, l'élévation du niveau de la mer. Et nous, on a également des impacts directs à court terme, les différents types de pollution et les invasions biologiques, donc l'introduction d'espèces par l'homme, hein, accidentellement ou volontairement, et qui deviennent envahissantes et qui ont un impact sur cette biodiversité insulaire uniquement. Donc moi, je suis un biologiste de la conservation, donc notre espoir, nous, c'est de connaître effectivement la biodiversité des écosystèmes, de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et essayer de les préserver, donc essayer de sauvegarder la nature pour faire court. Et on travaille également sur alors pas sur du long terme comme Emmanuel, mais sur du moyen terme, c'est-à-dire qu'on travaille sur quelques décennies, puisque en matière de conservation, on manipule aussi les écosystèmes, les milieux. On fait par exemple, on essaie d'éliminer les menaces pour sauvegarder les espèces endémiques, donc on fait des programmes dits de restauration écologique à travers l'élimination, le contrôle de ces espèces introduites envahissantes, à travers la réintroduction d'espèces endémiques en voie de disparition, etc. Donc on travaille, on manipule le milieu et nos incertitudes, c'est justement sur la trajectoire de ces écosystèmes dans un futur, on va dire, à moyen terme. Donc on vit avec le doute. On dit souvent que les sciences de la conservation, ce sont des sciences effectivement de crise, puisque on parle de la 6e crise d'extinction, et touche particulièrement les écosystèmes insulaires. C'est une science d'incertitude, donc avec beaucoup de doutes, et c'est aussi une science de dilemme, parce qu'on a des choix à faire. On doit prioriser nos actions en fonction des espèces les plus menacées, en fonction des habitats les plus intéressants. Donc on a aussi un travail important à faire dans ce domaine-là. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu théorique. Pour l'aspect pratique, effectivement, par rapport aux actions concrètes, on a par exemple un programme de restauration écologique d'un petit atoll. Un atoll, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île volcanique, une île d'origine volcanique qui s'est érodée avec le développement d'une couronne récifale de coraux. Et puis, au bout de plusieurs dizaines de millions d'années, l'île a complètement disparu. Il ne reste plus que la couronne récifale. Et l'atoll sur lequel je travaille avec une ONG, une organisation non gouvernementale, la Tetiaroa Society. Donc, comme son nom l'indique, l'atoll, c'est l'atoll de Tetiaroa, qui a été acheté par le célèbre acteur américain Marlon Brando. Alors, il est célèbre aussi en Polynésie française, puisqu'il a tourné le film des Révoltés du Bounty. Pour ceux qui ont une culture cinématographique, dans les années 60, il est venu à Tahiti. Il a rencontré une Tahitienne, il s'est marié, il a eu des enfants, il a acheté cet atoll. C'est la rubrique People, bravo, c'est super. Ouais, Marlon Brando, c'était un environnementaliste, peut-être peu de gens le savent. Donc son rêve, c'était de faire de cet atoll une réserve naturelle. Ensuite, malheureusement décédé, et ses descendants ont construit un hôtel sur cet atoll, mais avec toujours ce souci de leur père d'en faire une aire protégée pour la biodiversité insulaire.
Donc voilà, donc je travaille dans l'atoll de Tetiajoa, qui est magnifique, mais on a de gros problèmes environnementaux, donc écologiques, notamment effectivement l'introduction d'espèces végétales et animales envahissantes, notamment les rats. Alors les rats, il y a 2 espèces de rats sur l'atoll, le rat noir introduit avec les bateaux au XVIIIe siècle, et puis aussi le rat du Pacifique introduit bien avant par les Polynésiens, environ un millier d'années. Donc les rats sont des animaux prédateurs non seulement d'oiseaux, mais aussi consommateurs de graines, de plantes. Et donc le souci qu'on avait sur Tetiajoa, c'était la disparition progressive de ces oiseaux marins essentiellement, et de certaines espèces de plantes. Donc on mène un programme de restauration par élimination de ces rats, donc c'est de la dératisation. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va reconstituer un milieu originel avant l'arrivée des rats? Donc est-ce qu'on va atteindre cet état de référence qu'on recherche? Est-ce que les populations d'oiseaux vont augmenter si on élimine les rats? Est-ce qu'on va avoir un retour de certaines plantes sur l'atoll? Voilà. Donc le doute, l'incertitude, elle est là. Là, on parle d'études des trajectoires des écosystèmes dans le court moyen terme, voire plus long terme. Donc, on part sur des hypothèses de travail, des opérations de dératisation dans les îles, notamment dans les atolls, on a vu ailleurs dans le Pacifique, notamment dans l'atoll de Palmy qui appartient aux États-Unis. Et donc, on a des hypothèses de travail. Le scientifique travaille toujours à partir d'hypothèses, et en général fait bien sa bibliographie, donc il regarde ce qui s'est fait ailleurs. Et il essaye de tester ces hypothèses, effectivement, pour savoir est-ce qu'on va effectivement avoir une augmentation d'oiseaux, une augmentation de plantes. Voilà, pour la partie… Du coup, Jean-Yves Meyer, est-ce que par rapport à cette situation sur cet atoll de Marlon-Brando, c'est le temps qui va vous donner les réponses? Comment vous allez… Est-ce que vous pourriez à un moment ou à un autre vous donner, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans pour pouvoir savoir si vous allez pouvoir recréer justement cet environnement d'avant les rats, ou c'est simplement, ou c'est plutôt les composants que vous utilisez, la façon dont vous travaillez qui vous permettra d'avancer plus vite? Ou est-ce que c'est une question de temps? Alors, c'est une question de connaissance de base, effectivement, de temps. Il faut connaître les espèces sur lesquelles on travaille. Donc, le rôle de l'écologue, c'est justement d'étudier les interactions entre les différentes espèces et leur milieu, et les interactions entre l'espèce entre elles, ce qu'on appelle les interactions biotiques. Les plantes ont besoin de champignons pour pousser, ont besoin d'insectes pour être pollinisés, les fruits de certaines plantes sont dispersés par les oiseaux, etc., etc. Donc il faut un minimum de connaissances. Et l'avantage de travailler sur les écosystèmes insulaires, comme notamment un atoll, c'est des écosystèmes très simples, donc ils sont beaucoup moins complexes qu'une grande forêt tropicale en Amérique du Sud, par exemple, en Guyane. Donc on connaît bien les différents éléments, les composants d'écosystèmes, toutes les plantes, tous les oiseaux, quasiment tous les insectes. Et donc, on sait que quand on retire une espèce, quand on rajoute une espèce, on arrive à modéliser un peu les trajectoires de ces écosystèmes. Et ce qui est beaucoup plus important, je pense, en science, c'est le protocole expérimental, c'est mettre en place un protocole avec un suivi. Alors nous, on va faire un suivi effectivement sur du moyen terme, voire du long terme, avec ce qu'on appelle des stations d'études permanentes, où on revient chaque année remesurer. Alors, dans mon cas, moi, je travaille plus sur les plantes que sur les oiseaux. Je vais remesurer tous les arbres, mesurer les plantules, donc la régénération des arbres au sol, les plantules qui sont issues de graines, et les graines sont mangées par les rats. Donc, si on enlève les rats, il devrait y avoir plus de graines qui germent, donc plus de plantules. Donc, le protocole qu'on met en place, un protocole de suivi sur le long terme, va nous permettre de répondre à nos questions. Mais en tant qu'écologue, c'est un peu comme les forestiers. Quand on travaille sur les arbres, on a pour 10, 20, 30, 50 ans avant de pouvoir dire « Ok, le but est atteint, l'objectif est atteint, on a reconstitué une forêt, ou on a sauvegardé une population d'oiseaux de mer, d'oiseaux marins. » Merci Jean-Yves Meyer, et puis merci à tous les trois. Alors, moi, j'ai des tonnes de questions, mais en fait, il y en a beaucoup déjà des questions. Donc, je crois que j'en ai une parfaite. Je vais peut-être en joindre deux pour Éric Muraille.
il y a une suggestion qui est de dire, en fait, plutôt que parler de doute scientifique, est-ce qu'il ne faudrait pas parler d'hypothèse? Et ce que vient de faire d'ailleurs Jean-Yves Meyer. Et il y a une question, j'allais dire adjacente, qui est de dire, mais comment justement on peut transmettre ça, faire comprendre au grand public ces différentes étapes qui sont à la fois les hypothèses et puis quand on arrive à des résultats qui sont des résultats consolidés. Donc ces deux questions, peut-être Éric Muraille, sur comment on fait comprendre ça au public et est-ce que finalement ce n'est pas les hypothèses qui est un meilleur mot que le terme doute? Je ne suis pas certain, parce qu'en fait, l'hypothèse, en tout cas dans mon domaine, ce sont souvent ce qu'on appelle des hypothèses mécanistiques. Donc on a une description des choses et on fait l'hypothèse que ces choses interagissent de telle manière. Donc on voit un phénomène et on fait une hypothèse ou plusieurs pour essayer de l'expliquer. Et donc ce qui est typique dans la méthode expérimentale à l'heure actuelle, c'est qu'on crée une expérience pour essayer de départager les différentes hypothèses. Bon. Mais cette expérience-là, c'est là que c'est intéressant, elle est basée sur ce qu'on sait déjà. Et ce qu'on sait, évidemment, c'est toujours incomplet. Donc la manière dont on conçoit l'expérience, il y a toujours un biais. Et donc on peut très bien avoir un résultat d'expérience qui nous permet, soi-disant, de départager une série d'hypothèses. Mais en fait, on doit toujours douter de ce fameux résultat. Et la consolidation, en fait, ça vient souvent de l'accumulation d'expériences différentes par différents expérimentateurs qui vont prendre le même problème, mais de différentes manières, et qui alors progressivement vont obtenir les mêmes résultats. Et donc c'est une convergence de résultats qui permet de consolider un concept. Maintenant, je veux préciser qu'il y a quand même, si on remet en cause, qu'on doute de quelque chose qui est relativement bien établi, il y a évidemment une plus grande résistance de la communauté scientifique. C'est toujours comme ça, il y a des tas d'exemples. Et un spectateur anonyme a posé une question que je trouvais pas mal. Donc, il dit, est-ce que vous iriez jusqu'à suffisamment douter de tout ce qu'on sait sur les cancers en imaginant que les bactéries pourraient aussi jouer un rôle dans l'origine de certains cancers? Alors, déjà, il n'y a pas à douter. La dernière fois que j'ai regardé, on savait que à peu près 21-25% des cancers humains sont d'origine infectieuse. Des virus, des bactéries peuvent les causer. Ça, c'est démontré. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau historique. On considère que le tout premier qui a montré qu'un cancer pouvait être transmis d'un individu à l'autre, donc que le cancer pouvait être contagieux, c'est Peyton Roux. C'est un virologiste qui travaillait sur le poulet au tout début du XXe siècle. En fait, il a fait cette observation qu'en faisant un bouillon de poulet, il arrivait à transférer de poulet à poulet un cancer. Et en fait, tout le monde s'est désintéressé de ce résultat-là. Il n'a pas été nié, mais personne ne s'est intéressé à ça, parce qu'en fait, au début du XXe siècle, il y a eu le gros boom de la génétique. Et donc, on était persuadé à l'époque que les erreurs au niveau du génome, les mutations, étaient à la base des cancers. Parce qu'on arrivait justement, en expérimental, à produire des cancers avec des substances qui altéraient le génome. Et donc, il a pratiquement fallu, je crois, 50-60 ans pour qu'on redécouvre les observations de Peyton Roux et qu'on les reproduise et qu'on arrive à se convaincre qu'effectivement, les virus et les bactéries sont capables d'induire des cancers. Et ça a été très loin, parce que dans le cas des virus, étant donné que certains peuvent s'intégrer dans le matériel génétique, ça ressemblait à des mutations. Donc, quelque part, la résistance était moindre. Mais pour les bactéries qui, en principe, ne vont jamais dans le noyau des cellules, ça paraissait inconcevable pour la plupart des gens. Et donc, j'ai oublié le nom du chercheur, il est très connu, qui a le tout premier montré un lien entre la bactérie Heliobacter pylori et un cancer au niveau de l'œsophage. Mais il a dû aller, lui, jusqu'à ingurgiter lui-même la bactérie et se causer un ulcère ressemblant à un début de nécrose, de développement de cancer, pour arriver en fait à convaincre la communauté internationale qu'une bactérie était bien capable, in vivo, chez l'humain, d'induire un cancer. Donc, je dirais, le doute est quelque chose qui est présent tout le temps en science. On remet tout le temps en cause les dogmes, comme par exemple le dogme qui a réellement eu à un moment que ce sont des modifications génétiques seules qui induisent le cancer. Mais il faut toujours prendre en considération que quand on va contre je ne vais pas dire un dogme, mais je dirais une vérité qui est quasi considérée comme telle, il faut apporter énormément de preuves.
Et donc la communauté scientifique est toujours prête à changer. Je ne connais pas d'exemple où on a bloqué éternellement sur quelque chose, mais il faut venir avec beaucoup de preuves, beaucoup d'évidences scientifiques, et surtout, comme j'expliquais au départ, pour consolider, généralement, c'est jamais un seul auteur, un seul ensemble d'expériences qui arrive à faire changer d'avis. C'est une convergence de toute une série de travaux. Alors, pour être peut-être un peu plus concret, je voulais poser une question peut-être à Emmanuel. On vous parliez tout à l'heure de vos expériences de terrain. Est-ce qu'il vous arrive, en tant que chercheuse ou chercheur, de partir avec sans éléments, c'est-à-dire que de partir, j'allais dire, à l'inconnu sur quelque chose, vous dites, là, je suis dans un terrain qui est complètement vierge et il y a tout à découvrir. Est-ce que ça arrive ou est-ce que c'est quand même de moins en moins le cas et que du coup, il y a toujours quelques connaissances et qu'on fait évoluer au gré justement de ces recherches de terrain? Oui, c'est une très bonne question. En règle générale, bon, aujourd'hui, ça devient un petit peu difficile hein, parce qu'on commence à avoir un bon aperçu, je dirais, de l'ensemble de notre planète, même des fonds océaniques qui sont les plus profonds. Et puis, on commence même, quand on voit ce qu'on est capable de faire maintenant en envoyant des satellites et puis des persévérances, par exemple, sur Mars. C'est quand même assez hallucinant. Donc, effectivement, non, en règle générale, on a quand même, bon, déjà, on a un domaine de compétences. Donc, par rapport à ce domaine de compétences, forcément, vous préparez votre esprit et vous avez un questionnement. Donc, parce que bon, je ne parle pas de toutes les contingences matérielles hein, qui vont derrière tout ça, parce qu'il faut aussi, pour pouvoir se déplacer, il faut des moyens, etc. Donc, en règle générale, pour répondre précisément à la question, alors on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais disons qu'on y va avec un questionnement scientifique. Par exemple, là, moi, mes dernières missions aux États-Unis, enfin, je fais en ce moment beaucoup de missions aux États-Unis, au Grand Lac Salé, et puis dans la partie plus située à l'ouest, sur d'autres lacs en fait qui sont pas loin de la Californie. Et on essaie, donc vous voyez qu'au départ, on a quand même, je savais à peu près ce qui s'y trouvait parce que maintenant, on dispose des moyens satellites, des moyens de toute une information. Donc, partir maintenant, c'est presque un rêve. Je dirais que c'est presque un voyage. Partir sans aucune information, c'est plus possible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prépare véritablement nos missions scientifiques parce que justement, ça a un coût et puis vous avez peu de temps. Donc, vous devez répondre à la question que vous vous êtes posée. Alors, vous n'aurez peut-être pas forcément la bonne réponse. Hein, on revient sur le doute. Puisque vous allez remettre en question, en fait, hein, pour répondre à tout à l'heure à la question. Les hypothèses, c'est ce qui vient après, en fait, mais il faut d'abord vous poser la question. Et pour vous poser une question, il faut qu'il y ait matière. Donc, et c'est là que vous allez vous poser la question si votre questionnement est pertinent ou pas. Et vous allez le remettre en question. Et vous allez le remettre en question, pas vous tout seul. C'est-à-dire que vous allez échanger avec vos pairs, vous allez échanger avec d'autres collègues sur la pertinence en fait du questionnement que vous allez avoir. Alors, peut-être merci. Et une autre question directe pour Jean-Yves Meyer. Il y a quelqu'un qui dit tout simplement, qui rejoint un peu la question qu'on se pose hein, dans ce webinaire, qui dit, est-ce que finalement, c'est un stimulant, le doute? C'est-à-dire que le fait que ça peut accélérer une recherche, ça peut motiver le chercheur à aller plus loin et peut-être à aller plus fort, à trouver d'autres hypothèses pour étayer ses travaux. Oui, bien sûr. En tout cas, dans mon cas, oui. S'il n'y avait pas de ces incertitudes et ce genre de doute, si le monde était parfaitement connu, il n'y aurait plus rien à trouver, plus rien à découvrir. Hein, il faut se méfier des gens qui doutent de rien, et puis, mais également des gens qui doutent de tout. Donc, le doute mesuré, oui, c'est important. Pour des gens qui travaillent même sur la biodiversité, nous, quand on organise des expéditions scientifiques, l'inventaire de la biodiversité, notamment dans les îles, on découvre toujours de nouvelles espèces animales, végétales, terrestres, voire même sous-marines. Et donc, il faut les décrire, et il faut les comparer avec d'autres spécimens pour savoir est-ce que ce sont vraiment des espèces nouvelles. Donc, il y a aussi un doute. C'est pas une incertitude. Je pense que l'incertitude, on peut la mesurer. Le doute existe parce que on découvre quelque chose de nouveau et on ne sait pas ce que c'est. Même encore sur Terre, on découvre des choses, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, il faut aller effectivement consulter d'autres spécialistes, faire sa bibliographie,
Connaître aussi le domaine, connaître bien le domaine dans lequel on travaille. Il faut connaître sa flore et sa faune locale ou régionale pour savoir qu'effectivement, on a trouvé une espèce nouvelle pour la science avant de la décrire. Est-ce qu'elle est bien nouvelle? Est-ce que quelqu'un d'autre ne l'a pas retrouvée avant vous? Tout ça, il faut le vérifier, le confirmer. Alors j'en reviens, merci Jean-Yves Meyer, j'en reviens à cette question qui a été posée au début, puis je vois défiler pas mal de questions un peu similaires, et je vais rajouter encore quelque chose, qui était comment on fait passer le message aussi au public, parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, c'est-à-dire que ces nuances-là, souvent elles sont compliquées, et je rajoute un autre angle, c'est que quand la recherche, elle se fait juste là, en direct, en avançant, comme dans le cas du coronavirus, où on ne connaît pas, et donc on apprend en avançant, comment on arrive justement à maîtriser, j'allais dire, la communication pour avoir une communication efficace sur le travail de la science et aussi sur le fait que, bien oui, on ne sait encore pas tout. Bah, peut-être repasser par Eric et puis j'aimerais vraiment que tous les trois vous répondiez à cette question sur comment on peut communiquer de façon peut-être plus efficace au public ce qu'est la science et comment se fait la science au quotidien. Et comment se fait la science au quotidien? C'est compliqué parce qu'en fait, en fonction des disciplines, et même à l'intérieur d'une discipline, ça change beaucoup. Par contre, quand on communique avec le public, je l'ai pas mal fait lors de la crise du Covid, j'étais sur pas mal de plateaux. Euh, il faut en fait systématiquement préciser, du moins essayer de préciser sur quoi on base ses conclusions et son message. Donc moi j'ai été appelé sur les plateaux au tout début quand l'épidémie n'était pas encore en fait en Europe, où il y avait peut-être juste un cas ou deux en Italie et en Belgique. Et à ce moment-là, en fait, on ne savait pratiquement rien sur le virus en tant que tel. On connaissait, enfin, ce qu'on connaissait était basé sur les deux premiers coronavirus pathogènes, le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV. Et donc, c'était systématiquement des suppositions basées sur ce qu'on connaissait sur d'autres agents pathogènes, ou même parfois sur le virus de la grippe. Et donc, à ce moment-là, il faut préciser clairement, quand on dit « vous pensez que ça va se passer de telle manière », sur base de ce qui a été montré dans tel cas, on peut dire que le plus probable, sur base des données dont on dispose, c'est ça. Bon. Après, ce qui a évolué, par exemple, notamment ici sur les vaccins pour le Covid, on a eu également le premier moment où on n'avait que les données qui étaient des premières études cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, qui étaient déjà des données importantes. Puis, progressivement, on a eu plusieurs études cliniques, plus des études, des retours, entre guillemets, de terrain. Donc, je pense que l'important, en fait, c'est d'essayer toujours, mais bon, le problème, il y a la brièveté de la communication grand public, mais d'essayer quand même de toujours faire l'effort de dire sur quoi on se base, et justement de montrer une évolution, je dirais, de nos connaissances au cours du temps. Je crois que c'est typique sur pratiquement tous les sujets scientifiques, ou du moins auxquels on s'intéresse concrètement dans la recherche. Tous ces sujets évoluent. Et donc, je dirais, c'est un des points qui est très, très intéressant quand on est chercheur, c'est qu'en 10, 20 ans, on voit parfois des évolutions considérables. Dans le cas du Covid-19, on a eu une évolution qui était exceptionnellement rapide, parce qu'on a eu des milliers de publications sur une seule année. Emmanuel Venin, dans votre domaine, et j'y reviens sur cette communication qui quelquefois peut être délicate. Vous parliez tout à l'heure du climat. Il y a tellement de questions que j'ai du mal à toutes les lire, mais il y a beaucoup de questions justement qui sont relatives au climat. On connaît l'enjeu du climat avec bon, encore un peu de scepticisme, avec des camps qui sont quelquefois très tranchés. Mais justement, comment on communique plus efficacement? Comment on arrive à faire passer son message sur la réalité de la science auprès du grand public qui quelquefois soit ne perçoit pas, soit tout simplement n'a pas forcément tous les éléments pour bien comprendre. Mais en fait, c'est ça, je dirais, le point principal. Hein. Je veux dire, ça va être la même chose que pour le coronavirus, en fait. Hein. C'est juste des sujets qui changent, mais l'approche qu'on en a, en fait, elle va être très semblable, en fait. C'est que avant de se prononcer sur quoi que ce soit, effectivement, il faut s'appuyer sur les gens qui ont les compétences, je dirais, dans ce domaine-là, et qui peuvent aider, en fait, à faire passer les messages et à expliquer de façon la plus claire possible. Encore une fois, hein, je dirais que c'est exactement comme pour le coronavirus. Donc, c'est un sujet que je ne maîtrise pas bien. Le climat, je le maîtrise un petit peu plus parce que je travaille un petit peu dessus.
Mais je dirais que tous les changements climatiques qu'on opère aujourd'hui, eh bien justement, c'est quelque chose auquel on a été confronté. C'est allé très vite et ça va très vite. Hein. Ce sont des changements qui opèrent, qui pour nous, géologues, sont presque surprenants parce qu'en fait, ce sont des mécanismes et des processus qui vont à une vitesse qu'on ne perçoit pas ou qu'on n'a pas pu percevoir quand on travaillait dans le registre fossile. Et je dirais que pour faire passer les messages, eh bien en fait, il faut s'appuyer sur ce que l'on sait aujourd'hui, des mécanismes, des processus, des changements du climat qui ont eu lieu par le passé, et puis de ce que l'on sait aujourd'hui de la vitesse de ces mécanismes, en s'appuyant, pas que sur ma discipline, en s'appuyant sur les disciplines de la physique, sur les disciplines de la chimie, sur les disciplines même de la biologie, puisqu'il y a un contrôle biologique qui est très très fort aussi. Donc je dirais que là encore, pour faire passer un message au grand public, c'est que quand même, je pense qu'il y a une question de confiance. Il faut faire confiance aux gens qui ont quelques connaissances ou quelques notions et qui essayent de l'étayer, de le démontrer en s'appuyant sur des observations, en s'appuyant sur des faits qui ont été, je dirais, consensuellement validés par plusieurs personnes et qui permettent de mieux comprendre c'est tous ces questionnements en fait qu'on peut avoir. Mais c'est très théorique ce que je dis, mais je vais dire que quelle que soit la question qu'on va se poser, je pense que la démarche scientifique, elle va rester rigoureusement la même, quelle que soit la discipline en fait. Jean-Yves Meyer, sur cette même question, est-ce que vous avez quelquefois l'impression qu'il y a de l'incompréhension par rapport à vos recherches ou que les gens comprennent mal, perçoivent mal les enjeux qui sont les vôtres? Alors, pour faire court et simple, il faut que le grand public soit conscient que le monde est complexe, surtout qu'on travaille dans le milieu, dans la nature, c'est-à-dire sur la biodiversité des écosystèmes, c'est complexe. Donc, les scientifiques ne savent pas tout. Et comme a dit Emmanuel, on est actuellement dans un monde qui change très vite, avec des modifications très rapides. Et donc, c'est ce qui rajoute de l'incertitude et du doute chez le chercheur. Le monde n'est pas noir ou blanc, c'est les 50 nuances de gris. Et souvent, moi, je suis interpellé par le grand public, par la société civile, par les politiques, par les bailleurs de fonds qui nous demandent des réponses vraiment très directes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Et ils sont souvent déçus de la réponse du scientifique, puisque nous, on fonctionne en matière de probabilité. Et le GIAC a fait un très beau travail, en fait, de ce qu'on appelle en français de la vulgarisation des travaux scientifiques, puisqu'il ne propose pas une courbe, une trajectoire unique, un scénario unique du changement climatique, mais plusieurs en fonction. Donc, c'est des scénarios du changement climatique en fonction de la température qui augmente, du CO2 qui est relâché, et aussi des efforts que vont faire les sociétés humaines pour atténuer ces effets-là. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut. Je pense, moi c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, essayer de faire comprendre qu'on travaille, nous, en probabilité. D'ailleurs, quand on fait nos expériences et qu'on analyse nos résultats, les écologues, on utilise des statistiques. C'est à 95%, on est sûr que la différence elle est statistiquement significative ou elle ne l'est pas. Et là, on est toujours dans l'incertitude, d'où la nécessité de collecter plus de données, de faire plus d'études. Donc voilà, ça sera, je pense que c'est la seule chose que je peux rajouter, c'est que on n'est pas sûr de tout. Alors, je rebondis sur une question du public parce qu'il y a une question directe qui est très intéressante, qui est de dire, mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas plus médiatiser, alors je mets moi des guillemets, le doute, sur les débats, sur les plateaux télévisés, sur les interventions. Donc là, j'imagine que ça se rapporte au Covid notamment et à ce qu'on a vu pendant plusieurs mois. C'est vrai que d'une façon personnelle, tout simplement, j'ai rarement vu un scientifique ou un chercheur qui disait, écoutez, voilà, honnêtement, sur ça, je ne sais pas, on ne connaît pas ça. Par contre, on a ces éléments-là. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt aussi, et peut-être Éric Muraille, cette question est pour vous, à tout simplement expliquer de façon très claire ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. On voit rarement, c'est vrai, les experts et les scientifiques expliquer ce qu'ils ne savent pas. Moi, j'ai toujours essayé de le faire, honnêtement, en insistant dans les médias sur la nécessité de préciser ça. Maintenant, parfois, il faut préciser au public que quand un journaliste vous interviewe, parfois au téléphone, ça dure 1 heure et demie, vraiment.
On explique beaucoup de choses, on explique les doutes et ce dont on est plus ou moins certain, et puis parfois le journaliste va retirer 3 phrases qui vont se retrouver dans l'article. Et donc là, on ne voit plus le doute, on ne voit plus rien. Donc il y a différents niveaux. Je crois qu'il y a le fait de communiquer une information, et là, on n'a pas finalement besoin vraiment de donner du doute. On peut dire, voilà, le plus vraisemblable, c'est ça. Après, je pense qu'il faudrait avoir un deuxième niveau pour les gens qui se posent des questions, qui veulent savoir d'où ça vient, et qui puissent en fait voir le cheminement de la pensée de la personne ou les explications sur la manière dont le consensus a été construit. Je dois dire qu'il y a quand même de plus en plus ça dans beaucoup de journaux, des journaux comme Le Monde ou autres. On fait systématiquement maintenant, je trouve, des très beaux efforts en matière de vaccins ou de qu'est-ce qu'on sait sur l'infection à tel stade, en donnant des références et en expliquant vraiment le fond, et parfois même l'origine des données en tant que telles. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément besoin de ça pour croire, et il faut aussi souligner qu'il y a des gens qui, quelles que soient les données qu'on leur donne, ne croiront jamais à ce qu'on leur présentera. Donc ça, je dirais, il y a un niveau auquel je pense que c'est un peu illusoire d'essayer d'atteindre. On n'arrive jamais à convaincre tout le monde, entre guillemets, de la vérité d'un phénomène. Donc il ne faut pas forcément sur-essayer de présenter les données. Ah, je lisais justement une question là-dessus qui disait qu'il faut faire une distinction entre le doute des scientifiques et puis le scepticisme du public qui, quelquefois, on ne peut rien y faire. C'est-à-dire que c'est ancré dans une certaine partie de la population. Le véritable scepticisme tel qu'on l'a en philo, je l'ai rarement rencontré dans le public, des gens qui ne se soucient pas des vérités. Le problème, c'est souvent le fait, de manière identitaire, d'associer une vision, je dirais, à ce qu'on est socialement. Par exemple, pour les vaccins, on est de plus en plus confronté à ça. Ou pour le climat. Pour le climat, c'est très bien documenté aux États-Unis qu'on a une fracture politique entre démocrates et républicains sur la perception qu'ils ont du changement climatique. Pour la théorie de l'évolution, au niveau religieux, c'est évident aussi. Et donc, dans ces cas-là, quand c'est l'identité de la personne qui définit ce qu'elle pense d'un phénomène quelconque, argumenter en matière de science, dans 99% des cas, ça mène à rien. Parce qu'en fait, changer d'avis sur la question, c'est remettre en cause l'identité de la personne, les gens avec qui elle interagit, et ça, en général, les gens ne le font quasiment jamais, malheureusement. Donc, il y a des limites, je dirais, à la communication scientifique à ce niveau-là. Alors, une des questions, justement, on revient sur un point qu'on a évoqué un peu durant tout le long et au début, sur cette espèce de différence entre science et recherche. J'allais dire à des conversations, on essaie justement de montrer cette recherche qui se fait, de donner les résultats, etc. Emmanuel, il y a peut-être quelque chose à faire là, c'est-à-dire à montrer ce que c'est qu'un chercheur, quel est le quotidien d'un chercheur. Quand vous parlez de ce que vous faites, c'est passionnant. Et peut-être que du coup, ce n'est pas le même niveau que le niveau de la science qui interviendra peut-être plus tard ou alors avant, je ne sais pas. Mais on peut peut-être faire ce distinguo d'une certaine manière. Oui, je pense que ça, c'est vraiment très intéressant, hein. Alors, il existe des moyens aujourd'hui. Par exemple, il y a les sciences en fête, il y a la nuit des chercheurs. Il y a plusieurs occasions où nous, chercheurs, on a l'opportunité, on va dire, de rencontrer le grand public. C'est la fête de la science, on est en plein dedans. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment des opportunités, je pense, qui sont énormes. Et puis, les gens sont très curieux, donc il y a plein de gens qui se posent plein de questions. Et c'est vrai que nous, de pouvoir aussi faire passer, parce qu'il ne faut pas oublier, enfin, en tout cas, c'est ma vision, un chercheur, c'est un passionné au départ. C'est quelqu'un voilà, qui généralement, il aime ce qu'il fait, il va jusqu'au fond des choses, il regarde pas, en fait, il est vraiment à fond dans son objet. Et je pense que de communiquer ça, ne serait-ce que ça, c'est un élément très positif à renvoyer vers les gens. C'est-à-dire que de leur faire comprendre que nous, on essaye de comprendre notre environnement, on essaye de comprendre ce qui est autour de nous. Et ça, c'est vraiment important. Et je dirais que ça commence à la fac, par exemple, à l'université, ça commence par nos étudiants. Moi, je suis très surprise souvent de voir à quel point c'est difficile de communiquer, parce que nos étudiants, même sur les bancs de la fac, ils attendent des vérités, c'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans leur certitude. Pour certains, je ne fais pas une généralité, mais quand même, il y en a beaucoup qui sont, dès qu'on doute, dès qu'on leur dit, vous savez, ça peut être cette interprétation-là, peut-être qu'on pourrait interpréter ça différemment, ça peut déstabiliser beaucoup. Donc, pour revenir à votre question de départ, je pense que si ça déstabilise des étudiants qui se destinent à faire des études scientifiques, je pense que pour le grand public, c'est encore plus prégnant. Donc, en fait, faire passer les messages,
Ça, c'est primordial. Et je pense que, moi d'ailleurs, je vous remercie, hein, parce que The Conversation, c'est un moyen, c'est une passerelle entre nous, les chercheurs, et le grand public. Hein. Et je pense que c'est vraiment important de multiplier ça. Alors, il faut quand même qu'on ait un peu de temps pour faire notre recherche et nos enseignements, mais c'est vraiment un plaisir. Et c'est vraiment très important d'expliquer aux gens ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, on ne le fait pas pour rien, on le fait justement pour partager et pour essayer d'améliorer, hein, en quelque sorte, notre perception de la nature, de l'environnement, puis de notre prochain, en fait. Ah, du coup, Jean-Yves Meyer, justement, cette appétence du public, je trouve que c'est un élément positif. C'est-à-dire qu'on se rend compte, alors on s'en est rendu compte, hein, pendant la pandémie, évidemment, mais sur plein d'autres sujets, notamment les sujets d'environnement, d'écologie, il y a une appétence du public à savoir plus, à mieux comprendre. Donc, est-ce qu'on pourrait profiter de cette appétence-là pour justement arriver à mieux mettre en perspective ce qu'on fait, ce que fait la recherche et comment ça peut avoir des efforts, des implications et un impact direct sur la vie de tout le monde. Oui, alors je ne sais pas comment répondre à votre question, mais moi je suis de la génération, je suis comme peut-être certains de mes collègues, de la génération avant Internet, avant les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, effectivement, on voit toutes ces informations qui circulent. Les étudiants même ont du mal à se retrouver quand ils font leurs recherches bibliographiques, puisqu'ils vont sur Internet, ils vont plus à la bibliothèque. Et on est dans cette période ce qu'on appelle en anglais des fake news. Donc, on a énormément d'informations. Est-ce qu'elle est vérifiée, pas vérifiée? Est-ce que ce sont des experts, pas des experts? Et là, je pense que nous, les chercheurs, les anciens chercheurs, on a vraiment notre rôle à jouer, puisque en matière de recherche scientifique, les méthodes qu'on utilise, le fait d'associer justement la rigueur scientifique, mais aussi le doute scientifique, le fait de revenir aux sources, hein, c'est très important pour nous de faire ce qu'on appelle l'état de l'art, hein, faire la bibliographie, regarder ce qui a été publié, dans quels journaux ça a été publié, est-ce que les articles ont été examinés, ce qu'on appelle reviewés en anglais, par des collègues experts du domaine. Hein, parce que tout ce que l'on fait, en fait, on le publie. Il y a des publications scientifiques qui sont en général accessibles maintenant en ligne, et c'est quand même vérifié par des collègues experts et avec cet esprit critique qui nous caractérise. Hein. Parfois, ça aussi, ça bloque les étudiants, l'esprit critique, quand ils sont en train de soutenir leur mémoire de licence, de master ou de thèse. Ils peuvent être déstabilisés par les questions des rapporteurs, des examinateurs qui critiquent leur travail. Mais encore une fois, c'est la critique constructive. On n'est pas là pour les détruire ou on est là vraiment pour produire le travail le plus rigoureux possible au niveau de nos critères scientifiques, hein, bien sûr. Bien sûr. Éric Murail, vous êtes intervenu dans nos conversations justement sur la désinformation, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas encore abordé cet aspect-là, mais quand on parle du doute et justement voilà, des incertitudes, il y a aussi le danger d'une mise en scène par toute une nouvelle sphère voilà, d'intervenants sur Internet, on va le dire comme ça, qui peuvent utiliser ce doute et ces incertitudes à des fins qui ne sont pas forcément très honnêtes. Donc, comment on fait aussi pour arriver à contrer cette désinformation qui malheureusement est galopante, hein, et qu'on voit de plus en plus à peu près sur tous les réseaux sociaux? Il n'y a pas véritablement de recette magique, je dirais, pour contrer ça. Je pense que les grands médias commencent à prendre conscience de l'importance de leur rôle là-dedans, en essayant systématiquement de donner des démentis à chaque fois qu'une théorie circule. Moi, j'ai quand même surtout assisté à ça avec le Covid, je crois que c'était quand même nouveau. Mais les scientifiques n'ont pas spécialement accès aux médias, donc c'est très difficile pour eux de réagir. Moi, j'ai souvent envie de réagir à quelque chose quand je vois que c'est faux dans une publication médiatique, mais on n'a pas la possibilité, la plupart du temps, de réagir et de communiquer là-dessus. Ça, je crois que malheureusement, c'est quelque chose qui doit être fait au niveau de la communauté et pas au niveau des scientifiques en tant que tels. Un point sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ce qu'on a dit précédemment, il faut vraiment bien insister, pour les gens en tout cas qui s'intéressent à la science, sur le fait que la science, la recherche, c'est vraiment une activité collective. Donc, c'est bien que les scientifiques parlent, que chacun parle de son expérience et qu'il explique son sujet, ça c'est de la communication. Mais il faut bien que
les spectateurs prennent conscience du fait que si on raconte une histoire, si moi je parle de la bactérie sur laquelle je travaille, par exemple la Brucella qui est responsable de la brucellose, une zoonose, des milliers de gens ont travaillé en fait sur cette bactérie. Et toutes les histoires que je pourrais en raconter, ça représentera à peu près un siècle de recherche avec des centaines de laboratoires qui ont travaillé sur le sujet. Et donc, ça ne se résume pas généralement à l'opinion du scientifique qui parle, à condition évidemment qu'il soit de bonne foi et qu'il soit un professionnel. En général, il appuie son discours sur des centaines d'autres travaux, ce qu'on ne peut pas généralement lister quand on fait un exposé, mais c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir en tête. Généralement, quand un scientifique parle, ce n'est pas lui qui parle. Il essaye en tout cas de faire parler, je dirais, la communauté scientifique. Peut-être une chose qu'on pourrait améliorer, moi j'ai insisté là-dessus pendant la crise du Covid, on a un peu malheureusement trop vu justement des scientifiques et pas assez les institutions scientifiques, comme par exemple les académies. Les académies ont été beaucoup désertées ces dernières décennies. Les gens restent dans les universités, dans les académies. En tout cas, en Belgique, on retrouve beaucoup des retraités que je ne critique pas, mais je dirais il y a une désaffection, un manque je dirais de participation des plus jeunes aux académies. Et quelque part, une manière de lutter contre la désinformation, c'est d'avoir une communication qui est vraiment consensuelle et qui est une communauté, je dirais que c'est une communauté qui parle, et pas uniquement tel scientifique qui après va être taxé d'être un rassuriste ou un alarmiste. Je pense que ça pourrait être une manière, je dirais, déjà de contrer certaines critiques, d'arrêter de dire un tel a dit ça, un tel a dit ça, et on compare et ce n'est pas le même message. Donc si deux personnes différentes en sciences donnent des messages différents, ça pose systématiquement problème. Je pense que tous les chercheurs ont le droit de s'exprimer en leur nom et de donner leur opinion, mais parallèlement à ça, il devrait y avoir plus de messages des institutions scientifiques en tant que telles. On ne les entend pas assez, je pense. Et ça, je crois que ça, c'est un problème que les scientifiques, en tout cas à leur niveau, pourraient essayer de régler en s'investissant plus dans les académies, en les réactivant. C'est une question qui a été un peu évoquée justement durant le Covid avec sur cet aspect de peut-être trop de points de vue individuels et pas assez de points de vue collectifs et en tout cas de positions collectives. Un autre élément qu'on n'a pas encore abordé et qui est abordé dans une question, Emmanuel, peut-être que je suis sûr que ça va vous intéresser, c'est l'élément politique. C'est-à-dire que la science, très bien, mais quand on a ce mariage science-politique avec des temps qui ne sont pas forcément les mêmes, c'est-à-dire que la science, on est sur un temps long, la recherche, on est sur un temps long, quand on est dans une équation politique où il y a une demande de réponse tout d'un coup, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Comment on gère ça aussi quand on est chercheur et chercheuse? Comment on gère ce rapport aux politiques et à l'appareil politique et à la parole politique? Oui, c'est pas une question qui est très simple, hein, parce que je dirais que malheureusement, parfois, on a du mal à communiquer, je dirais, avec les politiques. Je vais prendre un exemple très, très simple, hein, qui est celui, par exemple, immédiat. Hein. Ici, en région Bourgogne-Franche-Comté, on a la chance, hein, d'être dans une région qui participe et qui aide quand même pas mal la recherche en fournissant, en donnant des fonds, hein, pour nous aider à la recherche. Mais je dirais que le dialogue n'est pas forcément très, très simple, hein. Il y a des attentes. Alors, vous serez financé, votre projet sera supporté, je dirais, par les politiques. Mais je suis pas sûre qu'on aille au bout d'une vraie communication. C'est-à-dire qu'il y a des attentes de la part des politiques, peut-être pour répondre à des questions ou à des enjeux très, très, très pressants ou très locaux ou parce qu'il faut répondre aux administrés, hein, qui sont, eux aussi, posent pas mal de questions. Et nous, évidemment, on arrive derrière, on fait de la recherche. La recherche, ça prend du temps, ça nécessite de prendre du recul, ça nécessite de la concertation. Et c'est vrai que du coup, c'est un dialogue qui est pas forcément
pas forcément très simple. Donc, je ne suis pas sûre que je vous réponde très… Oui, non, tout à fait, vous répondez parce que justement, on comprend qu'il y a une ambiguïté, il y a une difficulté qui est évidente et qui a été évidente. Jean-Yves Meyer, j'ai envie de vous poser un peu la même question. Est-ce que c'est aussi quelquefois difficile de gérer ces aspects politiques par rapport à des travaux de recherche qui quelquefois sont peut-être attendus, et notamment au niveau local, sur des enjeux locaux qui sont souvent importants? Oui, alors je parle par expérience, puisque moi je travaille, je suis un agent d'administration travaillant pour un gouvernement. Alors, il faut savoir, c'est que les politiques ou les décideurs ont effectivement des a priori sur la communauté des scientifiques, qui trouvent qu'ils n'avancent pas assez vite, qui ne répondent pas aux questions, mais les scientifiques ont aussi des a priori sur les politiques. Et en fait, par expérience, je me suis aperçu que les politiques, quand on leur expliquait quelle était notre démarche, le fonctionnement de la démarche scientifique, le fait qu'on travaillait souvent sur du temps long, en tout cas plus long qu'un mandat politique de 4-5 ans, souvent on a leur soutien hein, quand ils ont compris, et nous quand on a compris aussi leurs problématiques justement très immédiates. Ils comprennent ce qu'on fait et ils nous soutiennent. Hein. Il ne faut pas croire, mais en Polynésie française, par exemple, en matière de recherche-innovation, on a toujours eu le soutien des différents politiques de tous bords quand ils ont compris le travail que l'on faisait et l'apport qu'on pouvait amener pas seulement à l'acquisition des connaissances, donc à la science, mais également au développement socio, culturel et économique d'un territoire. Ouais, j'ajouterais, hein, ça je suis tout à fait d'accord, mais c'est vraiment un problème de communication et en fait, parfois on ne parle pas le même langage. Et c'est vrai qu'on a un gros effort à faire sur la façon dont on communique, même avec nos politiques, hein, justement pour essayer de se mettre en harmonie sur le langage qu'on utilise. Parce que parfois, on a tendance, nous, scientifiques, à utiliser un langage qui n'est pas très clair pour eux. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à communiquer. Hein. C'est vraiment la communication, c'est le fondement, c'est la base de tout. Alors, en guise un peu de conclusion, parce qu'on a dépassé l'heure qui nous est impartie, mais il n'y a pas de souci, puisqu'il y a toujours plein de questions. Donc, je me disais, je vous demandais simplement, à votre avis, justement, par rapport à cette question qu'on se pose, qui est cette place, voilà, quelquefois de l'incertitude, du doute dans la science, comment pourrait-on faire pour améliorer un peu les choses, pour faire en sorte que, justement, le public comprenne mieux ce qui se passe, qu'il y ait un rapport plus, j'allais dire, plus sain peut-être à la recherche, hein, parce que on avait posé ça en prémisse, quand le public a découvert que tout d'un coup il y avait un doute en science, c'était oula, mais alors si les scientifiques ne savent pas comment on va faire, donc comment on peut un peu améliorer ce message-là, recommencer peut-être par vous, Eric, et puis Emmanuel et Jean-Yves, ça nous permettra peut-être d'avancer et de donner quelques pistes. Je crois qu'il faut recommencer à la base. On a beaucoup négligé, je pense, ces dernières décennies, l'enseignement des sciences dès le départ. En tout cas, si je prends l'exemple de la Belgique, il y a eu une forte tendance au niveau de l'enseignement, à toute une série de niveaux, de privilégier ce qui est perçu comme étant utile. Donc c'est à terme ce qu'on appelle l'employabilité, et donc d'avoir des savoirs utiles pour l'étudiant. Je crois que malheureusement, on a considéré pendant très longtemps que les bases de la science, ce n'était pas utile. Il faudrait peut-être, je pense, revenir à ça, notamment sur le fait que, en gouvernance, effectivement, actuellement, quand on donne des arguments scientifiques, arriver à les interpréter, ça ne peut pas se faire, je dirais, dans la minute. Je ne pense pas qu'un chercheur qui va essayer d'expliquer la méthode scientifique, ça va percoler dans l'esprit des gens et ça va pouvoir être admis et ça va permettre de corriger le tir immédiatement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit s'apprendre sur plusieurs années et qui doit vraiment pénétrer progressivement dans l'esprit et à différents niveaux. Donc je crois qu'il faut remettre ça comme étant une des priorités, même si ça n'apporte rien à l'employabilité. Je pense que pour être un citoyen dans une démocratie, c'est-à-dire pour être capable de percevoir ce qui se passe et de prendre des bonnes décisions, ou en tout cas de participer à la prise de décision, il faut avoir une base scientifique. Et juste par rapport à ce qui a été dit précédemment au niveau des politiques, parce que je pense que ça synergise un peu, le gros problème des politiques en général, c'est que ce qui les intéresse souvent, c'est la désirabilité. Ils veulent vendre, entre guillemets, une décision qui va être désirable et ils cherchent ce qui est le plus désirable. En science, en fait, on a une démarche qui est complètement inverse. Donc, depuis Bacon et les premiers empiristes qui faisaient des expériences,
on nous met en garde dès le départ contre la désirabilité d'une théorie. Voir une chose de manière positive, telle qu'on a envie qu'elle soit, c'est le plus grand piège en fait en science, et je crois que c'est une des bases du doute. C'est si quelque chose correspond à ce qu'on attend, quelque part, chez un scientifique, ça va directement susciter un certain doute, se dire c'est un peu trop beau pour être vrai, il faut quand même creuser un petit peu plus. Et donc ça, ce sont, je dirais, des bases, mais qu'il faut vraiment insuffler très tôt dans le développement des gens pour qu'ils voient de nombreux exemples et que quelque part, ça fasse partie je dirais, de leur fondation intellectuelle. Mais c'est un travail de longue haleine et qu'on ne pourra pas corriger, je dirais, en quelques présentations. Je crois qu'il faut vraiment maintenant se réadresser aux jeunes, les réintéresser à la science et reprendre les choses à la base. Mais bon, il faut une volonté pour ça. Alors, Emmanuel, réintéresser les jeunes et justement, peut-être leur expliquer le processus scientifique et le processus de la recherche, parce que chez les jeunes, on se rend compte qu'ils ne le savent pas la plupart du temps. Non, non, tout à fait, hein, je pense que… Alors, il y a des moyens hein, qui peuvent être mis en œuvre. Alors, je ne vais pas parler de la réforme de l'enseignement parce que ça va être polémique comme sujet. Alors, j'insiste, hein, effectivement, je vais rebondir sur ça. Je pense qu'effectivement, les sciences, elles sont malheureusement un peu négligées dans notre enseignement. Et il faut vraiment revenir là-dessus, mais ça revient dès l'école primaire, hein. Je pense que c'est très, très important. En plus, à l'école primaire, les enfants sont d'une curiosité. Bon, moi, j'ai des petits-enfants en ce moment. Ils sont d'une curiosité qui est vraiment enthousiasmante. Et malheureusement, avec le temps, ça finit par s'étioler un petit peu et c'est dommage. Donc, il faut vraiment matraquer, il faut revenir, il faut vraiment qu'on montre que c'est intéressant, en fait, les sciences, parce que ça permet de comprendre plein de choses, même dans notre vie quotidienne, hein, pendant la vie de tous les jours. Et ça doit être mis au départ. Ça peut aussi passer, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je regardais des émissions, alors c'est hors du temps maintenant, on regardait ça à la télévision, mais maintenant on peut mettre ça sur Internet. Vraiment des émissions hein, qui peuvent être construites, qui sont très sympas, mais en mettre plus, parce que je pense qu'il y a plein d'autres émissions qui sont moins intéressantes en ce moment, et c'est peut-être de stimuler justement chez les plus jeunes, mais aussi chez les jeunes adultes, hein, l'intérêt pour ce qui est autour de nous, pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Et je pense que là, les médias ont un très grand rôle à jouer. Et ça, c'est primordial en fait, hein. Je pense qu'on n'y arrivera pas tout seul. Je veux dire, nous, on peut remettre des sciences dans l'enseignement, on peut remettre des sciences, mais vous avez aussi un rôle très important à jouer. J'allais presque dire, de la même façon qu'il y a de l'enseignement aux médias, il y aurait presque de l'enseignement à la recherche à faire à l'école. Et je pense que ça pourrait être de concert. Jean-Yves Meyer, justement, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel Venin, est-ce que vous, par exemple, dans un environnement tel que le vôtre, qui est quand même un environnement extraordinaire, vous faites venir les jeunes sur vos missions, vous leur montrez ce que vous faites sur le terrain pour qu'ils comprennent un peu ces enjeux-là? Alors, peut-être pas assez en tant que chercheur, enseignant-chercheur. Effectivement, on profite de cette semaine de la fête de la science pour ouvrir les laboratoires, amener les enfants visiter des institutions de recherche, faire des conférences publiques, intervenir comme aujourd'hui. Euh, je pense que en tout cas dans nos îles du Pacifique, on a peut-être un avantage, un atout, c'est que la transmission est très importante, la transmission intergénérationnelle est très importante, notamment des savoirs traditionnels. Là, on parle de la science moderne, dite occidentale, hein, les savoirs modernes. Et les savoirs traditionnels sont enseignés déjà sur le terrain, hein. C'est quelque chose de très pratique. Il faut expérimenter pour comprendre, pour connaître et pour transmettre. Et donc, c'est à peu près le même combat que l'on mène aujourd'hui, c'est la transmission, la préservation des savoirs traditionnels hein, sur tous les domaines. Ça peut être au niveau culturel, les danses, les chants, mais ça peut être l'artisanat, ça peut être aussi des systèmes de gestion de l'environnement qui ont été mis en place par les populations insulaires. Ils n'avaient pas le choix, hein, c'est leur survie de gérer l'environnement à un moment donné. Et la transmission des savoirs modernes à l'université ou à travers d'autres plateformes, hein. Alors, j'ai un peu taclé les réseaux sociaux, mais finalement, il faut utiliser les outils, les médias de maintenant et de demain. Donc, il faut se servir des réseaux sociaux. Moi, j'ai des enfants qui ont entre
qui ont entre 18 et 25 ans, effectivement, leur connaissance, ils vont l'acquérir sur les réseaux sociaux, sur les fameux youtubeurs qui parlent de science, et certains sont apparemment très bien formés et font des choses très, très bien. Donc, il faut que nous aussi, on se mette à ces nouvelles technologies. C'est un peu difficile, mais en même temps, garder aussi les pieds sur terre. Moi, je lutte actuellement contre ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. Effectivement, la jeune génération, quand elle est dans la nature, que ce soit dans le lagon, en mer ou en montagne, dans les vallées, ils n'ont pas ils ne réalisent pas que le monde a changé justement une ou deux générations. Je disais que le monde change très vite. C'est particulièrement vrai dans nos îles du Pacifique. Hein. J'ai vu qu'il y avait une question sur oui, mais vous ne connaissez pas l'état de référence quand vous faites de la restauration des milieux. Là, si, on a encore des milieux indemnes de l'homme ici. On a des îles inhabitées, on a des sommets de montagne où personne ne va. Donc, on a encore des forêts dites naturelles, pristines chez les anglo-saxons. Donc, on a un état de référence quelque part sur lequel on peut s'appuyer. Par contre, c'est difficile aussi pour les jeunes d'y aller. On a la chance en tant que scientifique de pouvoir aller dans ces lieux complètement indemnes de l'activité humaine, de voir des oiseaux endémiques hyper rares, des plantes menacées de disparition ailleurs. Mais il faut leur transmettre ça par tous les types de médias possibles, leur dire qu'effectivement, donc on parlait d'histoire des sciences, mais il y a aussi l'histoire des environnements, comment les environnements étaient avant l'arrivée de l'homme. Nous, on peut le faire hein, dans nos îles du Pacifique. Elles ont été colonisées par l'homme, je l'ai dit, il y a moins d'un millier d'années. Donc, on sait. Et puis, avec des études que l'on mène, des études sur du long terme, alors pas en géologie, mais en paléoécologie, en palynologie, on essaye avec mes collègues de reconstruire les environnements du passé, les pollens fossiles, même les insectes fossiles. On décrit des espèces nouvelles qui sont éteintes, en fait, à partir de vestiges d'insectes dans les sédiments. Donc, on peut essayer d'expliquer quels étaient les environnements du passé, expliquer aujourd'hui comment c'est aujourd'hui avec un impact humain depuis des centaines d'années et se projeter sur le futur pour justement essayer d'élaborer ces scénarios du futur avec différentes options en fonction des décisions qu'on va prendre. Alors, pas nous, les scientifiques seuls, puisque ce n'est pas à nous de décider, c'est à la société de décider, mais si la société se base sur les études scientifiques, tant mieux, et proposer donc des scénarios du futur de développement, de protection, de gestion sur 10, 20, 50 ans, comme fait le GIEC pour le changement climatique. Merci Jean-Yves Meyer, ce sera le mot de la fin. Ce mot, cette nécessité de transmission qui, je pense, est vraiment importante. Je voulais vraiment vous remercier tous les trois pour la qualité des débats. Merci Emmanuel Venin, merci Éric Murail, merci Jean-Yves Meyer. J'espère qu'on a contribué un petit peu justement à apporter notre pierre à une meilleure compréhension du travail de la recherche au quotidien et puis de ces éléments de doute qui sont importants, mais qui ne doivent pas tout déterminer non plus. Donc, merci aussi au public qui a été nombreux et nombreux jusqu'au bout. Donc là, c'est une preuve d'attention et de qualité du débat. Et nous vous donnons rendez-vous pour les prochains webinaires de The Conversation. Encore une fois, merci pour tout. Bonsoir et bonne journée pour vous, Jean-Yves Meyer. Merci. Au revoir.